Inquiétude autour du nouveau variant sud-africain du Covid-19. Une trentaine de cas à travers le monde, dont un premier en Europe, en Belgique. Plusieurs pays dont la France ont suspendu les arrivées en provenance d'Afrique australe. L'OMS déconseille pourtant les restrictions sur les voyages pour le moment. Les tensions restent très vives entre Paris et Londres après la mort de 27 migrants dans la Manche. La France a même désinvité le Royaume-Uni à une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche. La demande de Boris Johnson à Paris de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne est indigente selon les termes du gouvernement français. Gouvernement qui juge par ailleurs inacceptable les violences de la nuit dernière en Martinique. Des tirs ont même visé des journalistes et des policiers. Au moins 10 personnes ont été interpellées. La contestation de l'obligation vaccinale transformée en crise sociale ne montre pas de signe d'accalmie. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Une trentaine de personnes contaminées dans le monde, un premier cas détecté en Europe. L'impact du nouveau variant sud-africain du Covid-19 est encore incertain. C'est ce que dit aujourd'hui l'OMS. L'organisation déconseille pour l'heure les restrictions sur les voyages alors que plusieurs pays ont franchi le pas. C'est le cas entre autres de la France. Elle suspend les arrivées en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Reportage de nos confrères de France 3. C'est dans le pays africain le plus touché par la pandémie que ce nouveau variant vient de faire son apparition. Moins d'une trentaine de cas ont été officiellement détectés dans le monde, mais l'inquiétude grandit. Il semble donc à première vue que ce variant possède les deux caractéristiques qui nous préoccupent le plus, une transmissibilité élevée et une plus forte résistance au vaccin. Pour les scientifiques, ce n'est pas un hasard si ce variant touche l'Afrique du Sud, où le système de santé est à bout de souffle. C'est le pays où il y a le plus d'immunodéprimés, notamment de patients qui sont atteints du virus du sida et pour lequel l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Et on sait que les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants. Et donc il faut arrêter avec ce message qui consiste à dire c'est le vaccin qui crée des variants, c'est l'inverse. Très contagieux, le nouveau variant sud-africain n'a pas encore franchi les frontières européennes, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a affirmé, il est déjà sous très haute surveillance. C'est un variant qui présente plusieurs mutations dans son profil génétique. Des mutations assez nombreuses et notamment des mutations qui concerneraient la fameuse protéine Spike, qui est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. C'est pour ça que nous le regardons de très près. La France vient d'annoncer la suspension des vols en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Ceux qui ont voyagé dans ces régions sont invités à se faire tester. Pendant ce temps, le mouvement de contestation dans les Antilles françaises, né du refus de l'obligation vaccinale et transformé en crise sociale, se poursuit, se durcit même malgré le couvre-feu. Au moins 10 personnes ont été interpellées en lien avec les violences de la nuit dernière en Martinique. Des tirs ont visé des journalistes et des policiers. L'un d'entre eux a été blessé au bras. Reportage de nos confrères de France 3. Dans les rues désertées de Fort-de-France cette nuit, plusieurs détonations résonnent. Sur les barrages, échange de tirs nourris entre ceux qui tiennent les routes et les forces de l'ordre. Cet homme épaule et tire. Une ambiance de guérilla urbaine. Dans ce quartier résidentiel, face à face plus que tendu entre ces jeunes à moto et les forces de l'ordre lourdement armées et aidés par un hélicoptère. 2 policiers sont directement touchés, l'un au bras, l'autre a vu la balle se ficher dans son gilet pare-balles. Au total, 6 policiers sont blessés cette nuit. 4 journalistes sont également pris pour cible. Une nuit émaillée de violences urbaines. Plusieurs voitures sont incendiées ainsi que du mobilier urbain. Des conditions de travail difficiles pour les pompiers. Il y a risque de propagation, on éteint. S'il n'y a pas risque de propagation, honnêtement, on ne prend pas de risque pour ne pas mettre les agents en danger, puisque ça, c'est les ordres qu'on a reçus de notre état-major. Donc voilà, mais c'est vrai que toute la nuit, là, ça fait le 3e feu et on tourne. Des scènes qui se répètent depuis le début de la semaine. Ce centre médical, par exemple, a été méthodiquement caillassé, pillé et détruit. Le cabinet est hors d'état de fonctionner. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de logiciel. J'ai pas de stéthoscope, ils ont volé mon stéthoscope, j'espère que la vocation va naître en eux. Ce matin, 3 personnes ont été présentées à la justice. 19 barrages sont toujours en cours sur l'île.
À la une également, ces tensions qui restent très vives entre la France et le Royaume-Uni après la mort mercredi de 27 migrants dans la Manche. Paris a même désinvité Londres d'une réunion de crise sur les migrants prévue dimanche. En cause, cette demande de Boris Johnson à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne. Les détails de Florent Rodeau. C'est une lettre qui est à la fois indigente sur le fond et qui est totalement déplacée sur la forme. La lettre en question, la voici. Dans ce courrier publié jeudi soir sur son compte Twitter, Boris Johnson appelle Paris à reprendre tous les migrants qui arrivent illégalement au Royaume-Uni depuis la France. Un accord de retour qui permettrait de décourager les passeurs, selon le Premier ministre britannique. Posté au lendemain du naufrage meurtrier de 27 personnes au large de Calais, ces déclarations ont provoqué l'ire du président français. Depuis Rome, où il a signé un traité pour renforcer les relations bilatérales avec le voisin italien, Emmanuel Macron critique sévèrement la méthode et demande à Londres un peu de sérieux. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Déçu par l'attitude du gouvernement britannique, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annulé la venue de son homologue Priti Patel dimanche à Calais, où était prévue une réunion avec plusieurs responsables européens. Signe que ces tensions franco-britanniques ont franchi cette semaine un nouveau cap. Les tensions entre la France et le Royaume-Uni concernent aussi le règlement des litiges post-Brexit et notamment autour de la pêche. Des opérations coup de poing ont été organisées aujourd'hui par les pêcheurs français. Blocage sur les ports de Saint-Malo, Ouistreham et Calais. L'accès des camions de marchandises au tunnel sous la Manche a également été bloqué. Reportage de nos confrères de France 2 avec Florent Rodeau. Ils sont passés des paroles aux actes. Comme ils l'avaient annoncé, ces pêcheurs boulonnais ont bloqué le port de Calais, mais aussi le site du tunnel sous la Manche, par lequel transitent 25% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Europe. Leur message, placardé en français et en anglais, est clair. Ils demandent à l'exécutif plus de fermeté dans la négociation des licences de pêche avec Londres. C'est plutôt une action symbolique pour que le gouvernement se bouge, le gouvernement britannique se bouge. S'il n'y a pas d'amélioration, bien évidemment qu'on va montrer nos dents. À ce jour, plus de 150 bateaux français n'ont toujours pas reçu le précieux sésame pour pêcher dans les eaux britanniques. C'est notamment le cas d'Emmanuel Pochet, qui se félicite de cette mobilisation. On a rarement vu ça, que tous les ports soient mobilisés. Ça va d'ici jusqu'en Bretagne, quoi. Tout le monde est concerné, en fait, quoi. En début d'après-midi, des pêcheurs ont également bloqué le départ des ferries à Ouistreham. Des opérations coup de poing débutées au petit matin. Il faisait encore nuit lorsqu'une dizaine de bateaux ont jeté l'ancre à Saint-Malo. Les fumigènes étaient de sortie. Objectif de cette opération, empêcher les ferries britanniques d'accoster. Direction maintenant le Pacifique aux îles Salomon où un couvre-feu est entré en vigueur dans la capitale, Honiara, après une 3e journée d'émeutes. Aux causes multiples, difficultés économiques, restrictions liées au Covid-19 et rivalité également entre plusieurs îles. Explication par Harold Girard. 3e jour consécutif d'émeutes dans la capitale, Honiara. Les habitants de ce petit territoire au nord-est de l'Australie réclament le départ de leur Premier ministre, Manasseh Sogavare. Un couvre-feu a été décrété pour tenter de limiter la mobilisation. Les habitants de Maleta veulent que le Premier ministre démissionne pour tous les problèmes qu'il ne règle pas, ni ceux de cette province, ni ceux qui restent en suspens. À plusieurs milliers de kilomètres de là, des policiers et des soldats australiens sont en état d'alerte pour se déployer et soutenir le gouvernement salomonais. On va apporter notre aide à la police des îles Salomon pour assurer que la sécurité et la stabilité soient bien maintenues. Certains quartiers chinois ont été visés par les émeutiers, illustration de la tension qui règne sur la question taïwanaise. En 2019, le gouvernement salomonais décide, sous l'influence de la Chine, de ne plus reconnaître diplomatiquement Taïwan. Le gouvernement chinois, dans la crise actuelle, lui, a assuré qu'il interviendrait pour protéger ses ressortissants.
La Chine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, les droits et les intérêts des citoyens et institutions chinoises aux îles Salomon. Les problèmes endémiques de pauvreté et de manque de services publics alimentent les tensions entre habitants des îles de Maleta et de Guadalcanal, où se situe la capitale. Les deux îles étaient déjà sujets à des rivalités ethniques longues de plusieurs décennies. Dans le reste de l'actualité internationale, un deuil de 3 jours a débuté aujourd'hui dans la région de Kemerovo en Sibérie, après la mort de 51 personnes lors d'un accident dans une mine de charbon. L'opération de secours a elle aussi viré au drame. Les détails d'Éléonore Vanel. Sur le parking de cette mine en Sibérie, des secouristes, mais aussi les proches des mineurs coincés sous terre. À la tombée de la nuit, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. On nous a dit que les sauveteurs allaient continuer leur travail dans tous les cas, dès que la concentration en gaz et le risque d'explosion allaient diminuer. Mais on n'a plus aucun espoir que quelqu'un soit retrouvé vivant. Ils ont dû être à court d'oxygène. Plus les heures passent, plus le bilan s'alourdit. 52 personnes décédées, dont 46 mineurs et 6 secouristes. C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire minière du pays depuis l'ère post-soviétique. Plus tôt dans la matinée, près de 300 personnes se trouvent à l'intérieur de la mine, quand de la fumée s'y répand. Une grande majorité des mineurs parvient à remonter à la surface. Des dizaines sont hospitalisés après avoir inhalé du gaz. Il y a eu un choc, puis un courant d'air, de la poussière et on a senti du gaz. On a juste essayé de remonter aussi vite qu'on pouvait. Au début, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On a eu une légère intoxication au gaz. Et juste après, on a été secourus. 3 jours de deuil ont été décrétés dans la région. Une enquête pour violation des normes de sécurité a été ouverte. 3 personnes, dont le directeur de la mine, ont été arrêtées. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne ainsi que sur notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. À la une, vous le voyez, l'inquiétude autour du nouveau variant du Covid-19. Merci de votre fidélité à notre chaîne.